De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Monsieur Diop Moustapha. Vous êtes maître de conférence, bienvenue. Merci. Et toujours avec nos éditorialistes Daoud Attal et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Sur les 4 anciens présidents de Côte d'Ivoire, 2 sont toujours en vie. Il s'agit d'Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais si le premier est toujours très influent sur la scène politique nationale, le second, en revanche, est actuellement détenu à la Cour pénale internationale. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Destin contrasté pour 2 anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. D'un côté, Henri Konan Bédié, au pouvoir de 1993 à 1999, est toujours dans l'action politique et incontournable dans la position du faiseur de roi. De l'autre côté, Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2010, est incarcéré à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Il est accusé de crimes contre l'humanité après la violence de la crise post-électorale de 2010. Malgré son emprisonnement et son éloignement, il pèse sur la vie politique ivoirienne. Bédié est également au cœur de l'actualité politique depuis son appel de Daoukro à voter pour le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Qu'est-ce qui explique la position actuelle d'Henri Konan Bédié? Laurent Gbagbo a-t-il encore un avenir politique? Quel bilan du passage aux affaires de ces 2 hommes d'État? La retraite est-elle possible après avoir occupé la fonction de président de la République? Pour les observateurs, il est indiscutable que les anciens présidents Bédié et Gbagbo conservent une bonne partie de leur capital politique après la fin de leur mandat à la tête du pays. Bédié est plus que jamais le patron du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il est utile pour lui de songer à sa retraite et au vu des problèmes de succession que rencontrent les partis politiques en Afrique, au vu des difficultés actuelles du FPI, pour mettre le PDC à l'abri de bien de choses, il est important pour le président Bédié de songer à passer la main. En général, on se dit, bon, on est encore indispensable, on se demande qui on va choisir. C'est en hésitant comme ça qu'on fait le mandat de trop ou bien l'action de trop. La situation de Laurent Gbagbo en prison n'est pas source de découragement pour ses partisans. Gbagbo leur a dit en 1992 qu'on peut partir de la prison à la présidence de la République et vice-versa. Ils sont convaincus qu'il va revenir. L'emprisonnement à la CPI n'est qu'une épreuve supplémentaire pour le fondateur du Front populaire ivoirien. Là où il est, là, il peut être fier de lui et les Ivoiriens sont fiers de lui. Ce n'est pas un point noir. Pour moi, Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire par la grande porte. Et vous, chers amis, il reviendra de là encore plus grand. Il n'est même pas évident que s'il revient de là et dit viens pour gouverner encore la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça qui est le plus important pour lui. Ce qui est important, c'est de gagner le combat contre l'injustice dans le monde. Au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la majorité des militants fait toujours confiance à Bédié. Il a repris les rênes du parti en 2002 après son retour d'exil. Il a été réélu au 12e congrès en 2013. Son appel en faveur d'Alassane Ouattara suscite à la fois des soutiens et des oppositions, mais son autorité est incontestable. Après Bédié, c'est Bédié. Bédié qui à un certain moment donné a été frustré. Bédié qui a été trahi, qui a été à un certain moment donné rejeté, mais qui a été incompris. Bédié est aujourd'hui toujours Bédié, qui est donc le repère de la Côte d'Ivoire, le garant de l'unité nationale, il est donc le sphinx. Et donc, ce qu'on peut retenir et qui est essentiel, c'est son attachement profond à la paix, son attachement profond au pardon. Mais comme il est lui-même le dit, c'est l'homme au service de la population. La situation judiciaire de Laurent Gbagbo ne constitue pas une menace pour sa position dans le jeu politique ivoirien. Il se révèle comme un acteur incontournable du processus de réconciliation nationale. Je suis persuadé que le président Laurent Gbagbo est resté à l'écoute de tout ce que nous avons commencé à faire, à l'écoute de nos intentions, à l'écoute de la manière dont nous voulons mener la réconciliation. Malheureusement, lorsqu'il a quitté le pouvoir, se retrouve là où il se retrouve, ne peut pas ne pas s'intéresser à la réconciliation d'un pays qu'il a dirigé pendant 10 ans et qu'il a laissé alors que le pays était en guerre. Lui-même
victime, dans une certaine mesure, de cette guerre. Gbagbo est également sollicité par une partie de la direction du FPI, Front Populaire Ivoirien, pour briguer la présidence. Cela participerait de la stratégie pour obtenir sa libération. Nous pensons qu'il faut donner la priorité à la libération du président Gbagbo et que c'est autour du thème de la libération du président Gbagbo que la mobilisation doit se faire. Pour le président Gbagbo, aucun sacrifice ne devait être de trop, ne serait-ce qu'en termes de communication, pour parler de la libération du président Gbagbo, qui n'est pas seulement une affaire du Front Populaire Ivoirien, mais qui est une condition sine qua non pour que la vraie paix, la vraie réconciliation intervienne en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont su capitaliser le fait de diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, ils ont un poids prépondérant au sein de leurs partis respectifs. Cela fait d'eux des acteurs politiques de premier plan. Leur vie actuelle après le pouvoir est le résultat de leur bilan. Le président Bédié, lui, il vit plutôt bien sa reconversion, même si il est toujours politiquement actif, mais il n'est plus président de la République, il reste faiseur de roi, il reste influent, il est à la tête d'un important parti politique. Laurent Gbagbo, lui, il n'est pas libre, il est dans une prison loin de son pays. Donc, c'est deux cas totalement opposés. Une vie d'ex-président pas en liberté, et une vie d'ancien président dans son pays tranquille. La vie après le pouvoir se présente sous de bons auspices pour Henri Konan Bédié. Après sa chute en 1999, à la suite d'un coup d'État, il occupe aujourd'hui une position d'influence grâce à l'alliance scellée entre le PDCI et le RDR dans le cadre du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Il recueille les dividendes de sa longévité politique. C'est tout le contraire d'un Laurent Gbagbo empêtré dans les procédures judiciaires à la CPI. Son procès est prévu pour le mois de juillet 2015. Ses partisans espèrent sa libération pour que la vie après le pouvoir ne se termine pas sur un constat de combat inachevé. Monsieur Diop Moustapha, on l'a vu dans ce reportage, deux situations très différentes pour ces deux anciens présidents ivoiriens, et pourtant peut-être un point commun, la volonté de ne pas se retirer de la vie politique. Mais c'est ce qui est constant en Afrique, c'est la personnalisation du pouvoir. On voit très bien que en Afrique, un peu partout, les leaders politiques se croient éternels au pouvoir. Et que sans eux, rien ne peut se faire. Et je pense que c'est un gros problème qu'on retrouve un peu partout sur le continent africain. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier, c'est vraiment l'échec d'une nécessité de réconciliation nationale, puisque c'est un pays qui est morcelé sur tous les plans, sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan politique également. Donc c'est un pays, je pense que l'élection d'Alassane Ouattara au pouvoir n'a pas réglé le problème. Et je pense que les élections qui s'annoncent risquent d'ouvrir vraiment ces plaies qui ne sont pas refermées. Donc pour vous, cette présence des deux anciens présidents ivoiriens toujours sur la scène politique nationale bloque le processus de réconciliation nationale? Ne bloque pas, mais c'est tout simplement parce que comment on fonctionne par rapport à la personnalisation du pouvoir, chacun a son clan, chacun a son groupe. Donc on n'a pas une vision globale du pays, on a une vision clanique, une vision personnelle du pouvoir. Et c'est ce qui pose sérieusement des problèmes de réconciliation. Donc chacun reste sous sa position. Gbagbo, jusqu'à présent, vous avez vu qu'il y a encore des partisans des Gbagbo qui croient effectivement à son retour. Alfred, vous partagez cet avis sur cette notion de personnification du pouvoir? Ah oui, mais ça c'est évident. C'est ce qu'on est en train de voir par exemple en RD Congo. On ne voudrait pas que Kabila parte parce qu'on personnalise le pouvoir. Au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. C'est qu'il faut qu'on sorte justement de cette vie. À un certain moment, on avait pensé effectivement qu'on en était sorti au moment des conférences nationales souveraines, la fin des partis uniques, des autocraties, dictatures des années 80-90. On avait pensé sérieusement que ce modèle-là avait été sérieusement ébranlé. Et à l'expérience, on voit bien effectivement que la personnalisation du pouvoir est encore beaucoup plus forte aujourd'hui que ça en était le cas au début des années 90, après la période des conférences nationales souveraines. Ça tient effectivement à plusieurs facteurs. Et notamment, moi je le pense toujours, à la situation au fond de pauvreté de la classe politique,
et du fait que ces hommes, quand ils arrivent au pouvoir, ils patrimonialisent les richesses et donc le distribuent à un certain nombre des coteries qui sont autour d'eux, de sorte qu'ils se disent, quand nous quittons le pouvoir, qu'est-ce que ces gens vont devenir, qu'est-ce que nous devenons, et donc ils s'identifient au pouvoir en tant que tel. Et c'est totalement aberrant quand on voit les partisans de Laurent Gbagbo parler de cette manière-là, alors qu'il y a Afin Guessan qui est en train d'essayer de sauver le parti de la mort, justement, en essayant d'en prendre la tête. Je pense que lui, il est dans l'essence, effectivement, de l'histoire. La nature, de toute façon, a horreur du vide. Le temps que Gbagbo soit jugé, que éventuellement il sorte de prison, on sera déjà en 2020. Que sera le Front patriotique ivoirien d'ici là? Mais il faut qu'il continue à exister. Et pour continuer à exister, il faut couper ce cordon-là entre le fondateur, etc., et le parti. En faire un mouvement au service de la population. À ce moment-là, il y aura ce découplage. Sinon, on continuera dans ces genres d'aberrations. Daouda, il y a un problème de succession dans les grands partis historiques de Côte d'Ivoire. Oui, complètement, il y a un problème de succession. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est tout aussi bien... Il y a un problème de succession dans le front patriotique de Gbagbo. Il y a aussi eu un problème de succession au sein du PDCI. Oui, tout à fait. Parce que, finalement, à la mort de Fouette, il y a eu le président de l'Assemblée nationale, qui était Henri Konan Bédié, a pris le pouvoir... selon la Constitution, a gardé le pouvoir. Il a organisé des élections, il a subi un putsch, un coup d'État, Robert Gueye. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est retrouvé finalement ce qu'il faut noter d'abord, c'est que les deux qui s'allient aujourd'hui, à savoir Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, ils étaient ennemis avant, finalement, quand l'un était président de l'Assemblée nationale, l'autre Premier ministre. Donc en fait, moi, ça pose aujourd'hui la question vraiment parce que la succession de Fouette n'avait peut-être pas été suffisamment préparée, ou alors on n'a pas laissé libre jeu aux gens, aux figures qui étaient dans le PDCI, de pouvoir se positionner selon leur programme, etc. Et donc, on arrive à quoi? On arrive à des alliances parfois opportunistes, et c'est bien ça le problème. Au-delà de la préparation de la succession d'un président de la République, le problème en Afrique, c'est souvent des alliances un peu opportunistes et qui ne sont pas fondées forcément sur des programmes que l'on déroule dans le seul intérêt d'améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est bien ça le problème. Finalement, on n'y comprend rien d'un pays à un autre. Il y a tellement d'alliances qui se font au gré des opportunités que ça pose problème. Après, c'est des conflits, etc. Mais je pense qu'effectivement, Pascal Nguessan est en train d'essayer de relancer le Front populaire. Maintenant, bon, moi, même si j'ai un profond respect pour l'engagement syndicaliste et on va dire anticolonialiste de Gbagbo, je pense qu'aujourd'hui, étant donné qu'il est à la Cour pénale internationale, il devrait pouvoir laisser son parti se réorganiser de façon à avoir en face d'Alassane Ouattara, finalement, une opposition, parce que Henri Konan Bédié est avec Ouattara, Charles Konan Banny, finalement, qui aurait pu aussi se présenter, ne semble pas s'engager vraiment. On se retrouve avec une scène politique ivoirienne, finalement, qui n'est pas très diversifiée en termes de propositions pour les populations. Diop Moustapha, pour rebondir sur le cas du PDCI, comment expliquer aujourd'hui que Henri Konan Bédié a une telle influence? On parle même de faiseur de roi. Il a une telle influence parce que c'est d'abord un ancien, il a eu quand même le pouvoir et puis je pense qu'il est là depuis très très longtemps. Et donc il a su, comme on le disait tout à l'heure, construire son clan et puis mettre ses hommes en place. Donc il a quand même le contrôle, le monopole sur ce parti, mais aussi, il y a aussi toutes les chefferies qui sont derrière, etc. On sait très bien que c'est pas simplement un pouvoir essentiellement des partis politiques, mais il y a des alliances liées aux chefferies traditionnelles. Et ça lui donne quand même un certain confort. Il a des alliances qui sont beaucoup plus instruites. Mais c'est pas un homme qui est incontournable.
indispensable, il n'est pas indispensable. Et c'est ça le problème qu'on vient de souligner, encore une fois de plus, que d'ailleurs, notre ami qui disait tout à l'heure qu'en fait, les personnalisations du pouvoir étaient beaucoup plus fortes. Moi, je dirais qu'en fait, on arrive à une phase où, aujourd'hui, ces personnalisations s'affaiblissent, même si elles s'expriment maintenant, on les voit maintenant de manière claire, on les voit très bien à travers les constitutions, et que je pense que la personnalisation du pouvoir devient de plus en plus difficile, même si les gens s'agrippent. Ce sont les personnalités qui s'agrippent au pouvoir. Mais on l'a vu au Sénégal, un pays comme le Sénégal qui montre un très bon exemple, entre Abdou Diouf qui vient d'ailleurs de se retirer du pouvoir et qui est très apprécié en Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement avec Senghor, on a réussi à faire une alternance politique. Il est parti dans les meilleures conditions et en fait il y a eu des successions qui se sont faites de manière à ce qu'on a préparé. Or, ce qui se passe dans les autres pays, les gens se croient indispensables. Et je pense qu'à son âge, même s'il a des influences, il devrait préparer une nouvelle génération et laisser passer. Mais malheureusement, en Afrique, on ne prépare pas sa succession. Alors justement, Alfred, pour rebondir sur ce que disait Diop Moustapha, est-ce que vous pensez que la manière dont on quitte le pouvoir détermine la manière dont on va vivre l'après-pouvoir ? Sûrement, Fanny, ça c'est évident. Pour celui qui a le sens effectivement de l'État, de l'intérêt supérieur de son pays, dès qu'il sait effectivement qu'il approche de la fin de son mandat, il commence à préparer l'après-pouvoir, l'après-présidence. Or, dans tous les cas que l'on connaît aujourd'hui en Afrique, aucun chef d'État ne prépare sa sortie du pouvoir. Pourquoi il prépare pas sa sortie du pouvoir? Parce qu'il y a plusieurs sollicitations autour de lui et donc effectivement il finit par se croire indispensable parce qu'aussi il faut dire les entourages font qu'il se croit plus roi que le roi et que donc ils veulent se maintenir au pouvoir. Ça c'est une première remarque. De l'autre côté, je ne pense pas qu'on prépare sa succession. Il faut respecter les constitutions, tout simplement. Absolument. Si on ne respecte pas les constitutions, alors on arrive dans des cas comme ça en disant mais non, mais il faut respecter la constitution. Dit vous allez faire 2 mandats, quitte aux partis politiques justement d'avoir en réserve des personnalités qui pourraient prendre la suite ou qui pourraient se présenter devant le suffrage et que les populations les élisent ou non. Pourquoi est-ce que ces choses-là se passent la plupart des cas dans des pays francophones et ça ne se passe... Regardez en Zambie, le président décède, la succession se passe normalement. Au Sénégal, le vieux Gorgui a eu parfois Abdoulaye Wade, il a eu cette tentation de vouloir rester au pouvoir, mais les Sénégalais lui ont dit pas question, on respecte la Constitution. Donc, c'est une bonne chose. Mais pourquoi dans les pays anglophones, la succession se passe normalement? Le président qui a exécuté ses mandats, dès qu'il arrive au terme, il s'en va, il y a d'autres qui se présentent. Et je pense qu'il y a quand même cette hypothèque-là, ce passif dans les pays francophones. Il faudrait réfléchir justement à se dire que le pouvoir n'appartient pas au président mais au peuple. Et parce que les constitutions sont la représentation de la volonté des peuples, il faut respecter ces constitutions, il ne faut pas les modifier. Il y a une vie après la présidence de la République, il y a une vie après le pouvoir. Je ne comprends pas cette sorte de schizophrénie, cette sorte de folie qui s'empare justement de tous ces hommes une fois qu'ils sont au pouvoir et qui ne comprennent pas effectivement que dans le respect de leurs propres institutions, dans le respect de leur propre peuple, il est de leur intérêt de partir quand l'heure arrive. Daouda, comment expliquer alors justement ce problème qui se pose uniquement dans l'Afrique francophone, qui serait propre Oui, c'est peut-être lié à des raisons historiques. Je ne sais pas trop comment expliquer pourquoi les anglophones réussissent bien leur alternance et non pas les francophones. Mais en tous les cas, il y a une solution qui peut s'appliquer partout, c'est de verrouiller la Constitution. Si la Constitution limite à 2 mandats l'exercice du pouvoir à 2 mandats, on peut mettre un article dans la Constitution, en tout cas, qui dit que l'article même en question n'est pas modifiable. Ça, ça me semble être la seule solution, parce que mais écoute, Tal, si tu prends la RD Congo par exemple, puisque c'est dans l'actualité, l'article 220 est verrouillé, mais
on essaie de contourner. Mais pour l'instant, il n'a pas encore modifié la Constitution. Non, on ne va pas déplacer l'article 220, mais on trouve des moyens de contourner. Mais en tout cas, on ne peut pas agir sur la Constitution. On ne peut pas modifier, en tout cas, cette disposition, peut-être. Mais vous avez raison. Bon, un tout dernier mot, s'il vous plaît. D'accord. Je pense qu'il faut quand même noter qu'en Afrique, les choses ont quand même beaucoup évolué. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de limitation de pouvoir. Et que progressivement, depuis une vingtaine d'années, progressivement, on voyait la sacralisation progressive des constitutions, la limitation du pouvoir, etc. Je pense même que certains partis politiques commencent même à organiser à l'intérieur une succession par les primaires. Parce que là, c'est de nouveau, mais ça commence à se dessiner plus ou moins. Et je pense quand même on avance, malgré que c'est difficile, mais je pense qu'on avance quand même et que de plus en plus, l'Afrique commence à rentrer dans la sacralisation du droit. Merci messieurs. Tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli ce mardi une réunion internationale consacrée à Boko Haram. Il s'agissait de procéder à une évaluation des résolutions du sommet de Paris de mai dernier, mais surtout de déterminer les moyens concrets de lutte contre le groupe terroriste. Et en République démocratique du Congo, 3e journée de troubles depuis lundi, des affrontements opposent manifestants et policiers, des violences dénoncées par la communauté internationale. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.